Plus de 700 millions de dollars de recettes, la comédie musicale la plus rentable de tous les temps, 10 nominations aux Oscars, des stars internationales au casting et des polémiques à tout va. Mais d'où vient le phénomène Wicked? Et si le film le plus populaire de l'année cachait en fait une histoire hyper sombre? Moi, Cécile, je te parle de cinéma et de pop culture, alors n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu l'apprécies. Pour comprendre le phénomène Wicked, il faut vraiment revenir aux origines. On est en 1900 quand Elle Baum décide de sortir le livre Le Magicien d'Oz. À cette époque, la littérature elle est très européenne et ce livre va totalement rompre avec les codes européens. C'est très pop, très américain. On a l'histoire de Dorothy qui habite dans le Kansas mais qui peine à trouver sa place et du jour au lendemain, elle va être transportée dans le monde d'Oz. Il se hisse au top des ventes mondiales et ça fonctionne autant chez les Américains qu'à l'étranger. La morale aussi, elle parle à tout le monde. Toutes les qualités qu'on recherche dans nos vies, elles sont déjà en nous. L'amour, la persévérance, le courage, l'intelligence et aussi, et ça c'est une phrase qui va un peu bercer toute cette vidéo, ne jamais se fier aux apparences. Comme je vous l'ai dit, le livre cartonne, mais il faudra attendre 1939 pour avoir une vraie adaptation au cinéma. Là, Hollywood va vraiment se pencher sur l'histoire et ça va faire du bruit. C'est Victor Fleming qui a la réalisation et il ne compte pas faire un petit film. Non, on parle de très grosses productions, des décors gigantesques et c'est surtout le film qui marque un peu le début de la couleur au cinéma avec le Technicolor et cette scène qui deviendra emblématique. C'est pas juste un film, c'est vraiment une comédie musicale avec Judy Garland et cette musique Over the Rainbow va devenir un énorme carton. Tous les éléments dans ce film vont devenir hyper impactants. La sorcière verte, il y a juste à voir, chaque année à chaque Halloween, tout le monde se déguise en vert avec un chapeau noir comme elle, les souliers rubis qui deviennent vraiment hyper iconiques dans le cinéma. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu en termes de production. On a eu tous les acteurs qui ont voulu jouer Tin Man, qui ont frôlé la mort avant d'inhaler du maquillage aluminium ou encore la sorcière qui a failli brûler. Mais bref, l'histoire elle est claire, une gentille jeune fille nommée Dorothy et une sorcière verte hyper méchante. Alors le Magicien d'Oz devient une icône culturelle, on le revoit dans d'autres films, on en parle, ça devient un univers d'espoir et de rêve pour les États-Unis. On l'étudie à l'école, on voit le film en CP ou 6e, peu importe. Mais petit à petit, le monde va changer et dans la deuxième partie du XXe siècle, les choses ne vont plus être pareilles. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens se posent énormément de questions. La littérature et les arts populaires commencent à déconstruire les récits manichéens, le truc de une méchante et une gentille. On s'interroge alors sur le bien et le mal. On a des œuvres avec des anti-héros forts comme Le Parrain, Star Wars ou des révisions de contes qui sont assez bien faits. Mais c'est vraiment dans les années 90 que l'auteur Maguire décide de revisiter l'univers d'Oz sous un tout nouvel angle. Et là, ça va être très intéressant. En 1995, il sort le livre Wicked. Je vous dis pas tout le titre parce que j'ai peur de mal dire, mais en gros, c'est Wicked, l'histoire de la sorcière de l'Ouest. Dans ce livre, tout est changé. C'est comme si on a vraiment un point de vue totalement différent. Elphaba devient une figure hyper tragique, marginalisée pour sa couleur de peau et diabolisée par un régime totalitaire. Glinda, elle représente l'image de la perfection. Elle se retrouve dans un système où la beauté et la popularité sont valorisées. Et Elphaba, elle incarne vraiment ceux qui sont rejetés par la société. Ceux qui ne rentrent pas dans les codes. Vous voyez? Et ça montre vraiment bien ce qui se passait déjà en termes de changement de mentalité dans le monde. Il y a énormément de personnes et énormément de figures juives qui vont dire que ce livre leur fait penser à comment on a traité les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et selon Ayalma, l'auteur Gregory Maguire ne dit pas que Wicked parle uniquement de l'antisémitisme, mais il a été inspiré par des questions de pouvoir, de propagande. Personnellement, moi ça me fait un peu penser à toutes les personnes qu'on a pu mettre de côté, que ce soit à travers l'histoire, mais aussi actuellement. C'est comme si toute notre vie, on nous avait raconté la mauvaise histoire et que maintenant on a la bonne. En soi, c'est un angle qui peut sembler classique, surtout aujourd'hui, après avoir été vu maintes et maintes fois, que ce soit dans les films ou les livres. Mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose. Ça bouleverse les codes de l'univers et ça déconstruit vraiment les stéréotypes des contes traditionnels. Avec Wicked, il interroge aussi l'image des États-Unis et le mythe de l'American Dream. Ce truc de se dire que les États-Unis sont parfaits. Là, vraiment, c'est une forte allégorie et on le voit. Mais il faudra attendre 2003 pour avoir une comédie musicale Wicked. Elle est adaptée par Holtzman et Schwartz. Les musiques, elles sont très bien composées et on a choisi Idina Menzel dans le rôle d'Elphaba, la sorcière de l'Ouest, et Christine Chenoweth, j'espère que je le dis bien, dans le rôle de Glinda, la sorcière du Sud. Pour moi, c'est pas anodin, le rôle de Idina. Alors je dis ça comme ça, mais Schwartz parlait beaucoup de la vision de la place des personnes juives dans la société à ce moment-là. Et Idina, on le sait, c'est une forte personnalité juive qui a une voix incroyable et je suis très contente qu'elle ait pu avoir le rôle parce que ça se ressent. Cette histoire, elle a vraiment tenu
à cœur et ça a vraiment fonctionné parce qu'elle remporte un Tony Award et là c'est vraiment du jamais vu. Vous en avez peut-être pas entendu parler en France parce que c'est très américain encore une fois, mais là-bas ça cartonne de fou. Et Dina, grâce à cette comédie musicale, elle va après prêter sa voix à plein de films, d'ailleurs La Reine des Neiges où elle reçoit encore d'autres fleurs, mais surtout les musiques elles sont reprises dans d'autres films et dans d'autres séries. Et moi j'ai découvert Wicked avec Glee. C'est la deuxième vidéo où je parle de Glee, mais vraiment en termes de pop culture c'est incroyable. Glee n'hésite pas à réinterpréter toutes les musiques avec les actrices elles-mêmes. Parfois, il y a Indina qui vient et qui chante tranquille. Toutes les musiques sont hyper puissantes. Elles permettent des vocalismes de fou, des high notes incroyables, mais surtout elles sont hyper bien écrites. C'est des sujets très profonds qui parlent de trahison, de discrimination, de violence, de persécution, mais aussi de sensibilité, d'amour, d'amitié. Ce sont des sujets qui touchent un peu tout le monde et c'est ce qui fait la force de la comédie musicale Wicked. Et le succès de Wicked est tellement énorme qu'il a même été adapté jusqu'en Asie. Et de 2003 à 2024, Wicked, c'est plus de 60 millions de spectateurs à travers le monde, 5 milliards de dollars de recettes cumulées, traduits et joués dans plus de 16 pays et toujours en cours à Broadway. Ça c'est fou, ça fait presque 20 ans que la comédie est à Broadway, elle ne bouge pas et je trouve ça incroyable et ça montre la puissance de cette comédie musicale. Mais c'est qui produit cette comédie? Et bah c'est Universal. Et qui dit Universal, bah il y a toujours une idée de film derrière. Dès 2003, ils pensent à adapter Wicked au cinéma. Et je pense que c'est vraiment le film dont j'ai entendu parler tellement de fois avant qu'il se fasse. Genre vraiment, pendant des années, on va entendre que Wicked va se faire, mais on le verra jamais au cinéma. En 2012, ils confirment que le film est bien en production. Et entre 2016 et 2018, il va y avoir énormément de rumeurs. On va même dire que Lady Gaga doit jouer le rôle d'Alphaba, et on va entendre le nom de plein d'autres actrices et chanteuses pendant des années, mais rien ne se fera vraiment, pour cause d'agenda trop serré et de vrais désaccords créatifs. Parce que c'est une œuvre tellement remplie, tellement riche, que on n'a jamais vraiment le même avis sur comment on veut l'adapter. Mais en février 2021, c'est bon, ça y est, le film Wicked va se faire. Et là, en réalisateur, on nous donne le nom de Jon Chu. Je vais vous dire, au début, moi, j'étais en mode... Jon Chu, c'est Sexy Dance. Alors j'adore les Sexy Dance et j'adore comment il a réussi à interpréter les musiques et à les mettre en scène. Mais j'avais un peu peur, vous voyez, j'avais un peu peur parce que c'est un peu dans ma tête un yes man. Mais quand j'entends qu'il est d'avis de diviser le film en deux, là je suis un peu d'accord avec lui. J'avais peur que le film se fasse qu'en une seule partie, en un seul film. Et pour moi l'histoire est tellement large et tellement grande que ça méritait au moins 2 voire 3 films. Même si je sais qu'il y a toujours un côté business. En tout cas, moi je le voyais pas en série, je le voyais vraiment au moins en 2 films. Le casting. Durant des années, vous l'avez vu, on nous a sorti des noms comme Lady Gaga. Alors une fois qu'on savait que le film allait être en production, on attendait les noms des acteurs. Et là, plusieurs noms sont sortis, notamment le nom de Amanda Seyfried. Vous l'avez peut-être déjà vu, elle a joué dans Mamma Mia, mais on avait tous en tête une seule et même personne. Ça fait des années que je suis Ariana Grande, que ce soit dans la musique ou même à travers ses séries, et on l'a toujours vue chanter du Wicked. Et du coup, moi, dans ma tête, ça coulait de source qu'elle allait jouer cette comédie. Ça faisait notamment pas mal de temps qu'elle adoptait une nouvelle transformation physique, elle avait changé sa couleur de cheveux, et donc des rumeurs étaient sorties comme quoi elle candidatait pour le rôle, et pour moi c'était normal, ça coulait de source. Alors quand cette vidéo est sortie où on voit qu'elle accepte le casting, honnêtement j'étais trop contente pour elle. C'est comme si elle avait manifesté ça depuis des années. Popular. Oh yeah. You're gonna be popular. You're gonna be popular. C'est normal, et puis sa voix s'y prête vraiment. Elle arrive à faire des high notes incroyables. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu sur scène, mais c'est complètement fou. Et ensuite, en Alphaba, on a Cynthia Erivo. Alors, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Cynthia Erivo, mais elle est connue pour sa puissance vocale et ses talents d'actrice. Notamment dans Harriet ou The Color Purple, elle incarne une Alphaba à la fois vulnérable et forte. Sa voix elle est hyper puissante et il y a juste à l'entendre en comédie musicale, elle est vraiment à sa place dans ce rôle. Et je me rappelle à l'époque quand Amanda Seyfried avait dit qu'elle n'avait pas eu le rôle, il y avait des petites vidéos qui avaient circulé d'elle en train d'essayer de chanter une musique. Il y a pas mal de gens qui disaient qu'elle n'était pas aussi mieux que Ariana, beaucoup de gens essayaient de légitimer la place d'Ariana. C'est son premier rôle au cinéma tout court, parce qu'elle avait fait toute sa jeunesse dans les
les séries et à travers ses clips, bah pour moi elle avait cette aura et c'était ok. Le film va être en production, les deux films vont être tournés en même temps et pendant des mois, tout le monde va attendre les premiers signes, les premières photos. Les images du décor vont sortir et beaucoup de gens vont être impressionnés. Les décors sont géants. Comme en 1939, ils sont faits en réel. Le champ multicolore est reproduit et ça c'est juste magnifique. Les premières images sortent et là on est un peu déçus. En tout cas pour ma part, j'étais un peu déçue d'un seul point. En particulier, c'est les lumières. J'avais peur que le film soit terne, là où le premier film était hyper coloré, hyper pop. Et du coup, j'appréhendais un peu cette sortie. Alors quand Wicked 1 sort au cinéma, déjà moi je l'ai vu en avant-première dans mon cinéma de quartier, mais je peux vous le dire, la salle était remplie. Et c'est surtout la communication qui est faite autour qui devient vraiment folle. Tout le monde veut les derniers vêtements Wicked, ça devient vraiment énorme. Maquillage, parfum, les musiques qui reviennent dans le top, les trends TikTok, tout le monde attend le film. Les avant-premières commencent et les campagnes d'interview vont alors débuter. Mais pendant même la production du film, des rumeurs vont commencer à sortir et la plus grosse, c'est la rumeur de tromperie. Ariana Grande a quitté son mari et sort désormais avec Ethan Slater, un des acteurs de Wicked. Mais ce qui fait polémique, c'est qu'il y a quelques temps, il était marié et la femme va clairement dire que Ariana Grande lui a volé son mari, qu'ils traînaient ensemble durant des mois et qu'un jour, il l'a quitté pour elle. Et là, les rumeurs de voleuse de mari vont commencer et ça va être pas hyper beau pour la promo du film. En plus, elle est à ce moment-là assez absente de la scène musicale et elle dit dans plusieurs interviews qu'elle a envie de se tourner un peu plus du côté cinéma. Alors les fans sont impatients, il y en a plein qui la descendent et c'est assez compliqué. Quand les interviews commencent, elles sont hyper proches et il y a un truc qui saute aux yeux du public. Il y a deux trucs même. Je dirais le premier, c'est l'aspect physique. Tout le monde met un point hyper central sur le physique d'Ariana et le physique de Cynthia, surtout Ariana qui se prend énormément de commentaires négatifs. Beaucoup de personnes remarquent sa perte de poids et en font un sujet énorme. Un sujet qui devient plus gros que la promo du film. Waouh, ce film les rend hyper maigres, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle devient comme ça? Elle est mal? Jusqu'à pousser Ariana Grande à faire une vidéo sur TikTok pour s'expliquer sur sa perte de poids. En disant qu'à l'époque, elle buvait énormément d'alcool, qu'elle prenait pas mal de médicaments et que maintenant elle se sent mieux dans sa peau. Et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter et il n'y a pas à avoir ce genre de commentaires alors que on parle d'un film, on parle vraiment d'art et on est dans cette promo là. Alors c'est très gossip ce que je raconte, mais faut vraiment comprendre que ça a eu un effet sur la promo du film et je pense que ça a aussi encouragé un petit peu les gens à aller voir ce film. Et je pense aussi que les studios ont très bien compris. Mais il y a encore autre chose, c'est aussi l'émotion. L'émotion qui est dégagée dans chaque interview. À chaque fois, Cynthia Erivo et Ariana Grande sont au bord des larmes ou pleurent littéralement pendant chaque interview. Thank you for bringing that in today. Wonderful. On a énergie, c'est très beau, très. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. J'ai l'impression qu'il y a un focus énorme sur ça et que tout le monde veut essayer de comprendre pourquoi elle pleure. Et au début, j'étais un peu dans cette incompréhension, dans son truc où je trouvais ça hyper weird, hyper bizarre. Mais avec du recul, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux films ont été tournés au même moment. Les deux actrices ont eu une relation hyper forte, elles ont passé énormément de temps ensemble à répéter. Et puis dans leur vie privée, elles passaient toutes les deux des étapes vraiment dures de leur vie. Ariana avait vécu un énorme traumatisme avec les attentats en 2019, puis ensuite la perte de son copain et ensuite son divorce qu'elle a perçu comme un échec total. Que le tournage de ce film était en toute bienveillance, entouré d'un casting hyper émotionnel, hyper gentil, avec plein de bienveillance. Et j'ai l'impression qu'elles ont du coup vécu pendant peut-être 2 voire 3 ans enfermées dans un petit cocon rempli de bonheur et de bienveillance et de gentillesse. Et du coup, elles sont vraiment dans leur monde. Donc même pendant les interviews, on a l'impression qu'elles sont connectées, quitte à se toucher les doigts toutes les 5 minutes. Et les médias et l'emprise des médias autour de films, ça met une pression hyper forte aussi. Et puis quand j'ai vu le deuxième film, Wicked for Good, j'ai compris beaucoup de choses. La puissance demandée au niveau des voix sont hyper fortes puisqu'elles chantent en live et c'est une des premières fois. J'ai compris. So if you care to find me, love to the western sky, defying gravity. L'émotion d'Ariana. Il y a vraiment une scène où on la voit extrêmement triste et on comprend que c'est pas vraiment juste
pour le film qu'il y a un truc qui se cache derrière. Et je pense que c'est pas plus profond que le fait qu'elles ont vécu des traumas, qu'elles ont vécu des choses hyper deep, hyper stressantes et hyper tristes, et elles ont une connexion assez unique. En choisissant Ariana Grande, c'est aussi le choix de capitaliser sur sa fanbase, capitaliser sur son talent et tout ce qu'elle a mis en place depuis des années avec ses concerts, ses albums et toute sa popularité. Elle était considérée vraiment comme la pop girl des années 2010, 2015, 2020, enfin vous voyez. Et passer de ça à une grande actrice de grands films très populaires, et bah les studios ils savent ce qu'ils font. Mais du coup, ça ramène aussi une certaine toxicité parce que qui dit fanbase dit fan hyper attaché. Alors voir du changement, eux, ça leur plaît pas. Et encore moins comme une nouvelle actrice comme Cynthia Erivo qui se rapproche de leur préféré. Aux États-Unis, on aime le film. La critique, elle est positive. Tous les Américains trouvent le film extraordinaire, l'histoire bien retranscrite et les actrices avec une puissance et une aisance incroyable. En France, ça va être autre chose, vraiment autre chose. On va pas forcément comprendre l'adaptation, on va la rejeter. Et il y a un article du Parisien qui m'avait beaucoup énervé qui disait qu'il y avait trop l'accent sur la différence, sur la discrimination, le fait d'avoir un personnage handicapé sur chaise roulante et une Cynthia Erivo du coup qui est noire pour interpréter la sorcière. J'ai du mal avec ces critiques, j'ai l'impression que ce sont des critiques de gens qui n'ont pas forcément lu le livre ou même exploité l'univers. Il faut bien comprendre que l'œuvre de Wicked parle de discrimination. Pour moi, le rôle de Cynthia et le choix de Cynthia n'est pas hasardeux, il n'est pas anodin. Il y a un sous-texte dans cette œuvre de façon générale. Ça parle de personnes différentes, que ce soit sur tous les plans. Le traitement aussi des animaux qu'on voyait déjà dans le livre, comme des personnages mis à part, des personnages maltraités. C'est un sous-texte hyper profond sur les minorités, que ce soit dans les années 80 ou encore aujourd'hui. Mais du coup, pour moi, je ne comprends pas comment on peut accuser du coup une œuvre d'être inclusive si elle se base elle-même sur le rejet des personnes différentes. C'est un peu ce que j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal aussi à comprendre le raisonnement des gens d'une manière générale sur l'œuvre Wicked. J'ai l'impression qu'elle est incomprise par beaucoup de personnes. Mais le film, dans tout ça, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié la réadaptation, j'ai beaucoup apprécié la mise en scène. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'Ariana Grande joue aussi bien son rôle, même si c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu ce qu'elle avait aussi dans Sam et Cat, ce truc de très innocente et très marrante pour le coup. Et Cynthia est incroyable, vraiment, je suis trop contente que ce rôle ait pu être attribué à Cynthia parce qu'elle le mérite totalement. En termes de réalisation, je trouve que je m'attendais à beaucoup moins bien, mais j'ai toujours du mal avec les lumières. J'ai beaucoup de mal avec les lumières. De façon générale, déjà Wicked, déjà le magicien d'Oz, c'était l'arrivée du Technicolor. C'était l'arrivée des premières couleurs. Ça pétait et ça se voyait. Alors oui, on ne pourra jamais reproduire le Technicolor, mais on pourra toujours et on peut toujours mettre un peu plus de couleurs dans les films. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait cette trend qui avait émergé où beaucoup de gens essayaient de saturer ou de rajouter de la couleur sur les plans du film. Et ouais, c'est ce qui me manque un peu dans le film. Les décors, même s'ils ont été reproduits en géant, des fois ils font un peu carton-pâte, un peu faux et j'ai un peu de mal avec ça. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment aimé et que ce soit vraiment les costumes, que ce soit l'implication sur la musique, la mise en scène encore une fois, tout est excellent. Et franchement, les nominations aux Oscars sont méritées, même si je trouve que c'est un peu too much et c'est très américain pour le coup. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont eu beaucoup de nominations, voire un peu trop. Mais tout ce qui a été créé autour du film, que ce soit le côté marketing, le côté cosplay, tous les décors, l'imagination autour, ça m'a beaucoup rappelé les lores des grands films à gros succès, à gros budget comme Harry Potter, des licences sur des années et des années où les gens sont attachés à l'œuvre et la défendent comme jamais. Beaucoup de personnes attachées à la comédie musicale ont aimé le film et d'autres ont trouvé le film beaucoup plus en dessous que la comédie musicale. Pour moi, ça se vaut et tout dépend ton avis là-dessus, tout dépend ta subjectivité. Et ce Wicked partie 2. Alors avant de parler du film, j'aimerais vraiment parler de l'avant-première et le tour, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. La première polémique, elle s'est faite déjà sur l'avant-première. Les avant-premières, elles étaient prévues un peu partout dans le monde et au Brésil, Ariana Grande n'avait pas pu venir. Il y a eu beaucoup de malentendus. Elle disait comme quoi elle n'avait pas pu prendre son vol. D'autres personnes disaient que non, elle n'est jamais venue parce qu'elle n'avait pas envie. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions, de problématiques. Il y a une story qui est sortie d'Ariana Grande et les gens n'étaient pas contents. Les Brésiliens n'étaient pas contents qu'elle ne vienne pas. Alors ça a fini très loin. Il y a eu même des menaces
menaces de mort. Ariana Grande qui a dit Safe Night et ils l'ont mal pris. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que je pense que vous trouverez un peu plus de ressources sur Twitter, mais pour le coup, ça a été vraiment mal vu. Ensuite, elles sont venues à Paris sur le plateau de Quotidien. Là, elles étaient incroyables. Ariana a enfin repris son brin. Ça, j'étais très contente. Et il y a eu énormément de gens qui ont parlé du physique d'Ariana, comme quoi elle était malade, comme quoi elle était pâle, hyper maigre. And I think it's something that is uncomfortable no matter what scale you're experiencing it on. Even if you go to Thanksgiving dinner and someone's granny says, "Oh my God, you look skinnier, what happened?" Or "You look heavier, what happened?" It's like, that is something that is uncomfortable and horrible no matter where it's happening. En fait, j'aimerais aussi parler d'un truc. Ariana Grande manifeste pour ses rôles. Je vous le dis et je pense être cash avec ça. Elle manifeste pour son prochain rôle qui est pour moi l'adaptation de l'histoire de la vie de Audrey Hepburn. Voilà, ça se ressent, ça se voit physiquement. Je dis pas qu'elle a maigri pour ça, mais je pense qu'elle se sent un peu mieux dans son corps. En tout cas, je ne suis personne pour dire ça, mais je ressens cette manifestation. C'est pour ça que le style vestimentaire, la coupe, comment elle vient aux avant-premières et tout, ça m'a vraiment fait penser à elle. Je pense qu'elle veut vraiment devenir une icône du cinéma et elle le dit, elle veut se détacher du côté musical et vraiment un peu plus pousser le côté cinématographique. Pour moi, elle a tout d'une vraie star de cinéma. J'ai hâte de la voir un peu plus. Mais du coup, à Paris, elles ont fait le Grand Rex. Ben ça a été aussi un peu bizarre. La communication était assez floue. On ne savait pas si Ariana Grande et Cynthia Erivo venaient. On ne savait pas si Jonathan Bailey venait. On ne savait pas si tout le cast venait. Et en fait, quand elles sont venues. Alors oui, je parle pas assez de Jonathan Bailey, mais il joue super bien aussi. Il est très fort dans son rôle et il est hypnotisant dans le 2. Enfin, vous verrez. Du coup, quand elles sont arrivées au Grand Rex, tout le monde était content, tout le monde était heureux de les voir. Et il y avait un monde, une foule énorme. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bon, j'ai réussi à avoir ma petite photo avec Ariana parce qu'elle est passée vraiment juste à côté de moi. Et ça, c'était fou. Elle m'a dit je t'aime. Ah! Mais non, en tant que fangirl, j'étais contente, mais aussi contente de voir Michelle Yeoh, qui a eu un Oscar récemment de meilleure actrice. Et Ariana Grande était hyper proche de tout le monde. Mais arrivée à Singapour, le fameux Pyjama Man, si vous le connaissez pas, c'est un mec qui saute sur toutes les stars, que ce soit dans des concerts, dans des avant-premières. Bah là, ça a pas loupé. Il a aussi attendu jusqu'à qu'Ariana Grande vienne et il a sauté sur elle. Mais il n'y a pas eu que ça. Vous voyez, à Londres, il y a des gens qui sont venus de Paris. Et ça, vraiment, ça m'a choquée. Je vous l'ai dit, hein. J'ai fait au moins un TikTok, 3 tweets, parce que vraiment, ça m'a choquée. Qui sont venus de Paris pour juste prendre des photos de Cynthia et d'Ariana. Et Cynthia était devant eux et on entend dans la vidéo, je m'en bats de Cynthia. Voilà, on s'en fout d'elle. Voilà, moi je veux ma photo avec Ariana. Ne lui donne pas de marqueur, on garde pour Ariana. Ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment mis pas bien pour elle. On avait eu aussi une fan. Après, je sais pas à quel point elle est légitime, elle, parce qu'il y a pas mal de dossiers qui sont sortis sur elle, mais qui avait dit à Ariana qu'elle était un peu trop gentille avec ses fans. Et je suis un peu d'accord avec juste ce propos, vraiment. Malheureusement, quand on donne beaucoup, quand on est hyper présent, quand on est hyper souriant, d'ailleurs, je ne sais pas comment elles font parce que c'est hyper anxiogène, il y a certains fans, et c'est pas forcément des fans, c'est vraiment des pisteurs et des créateurs de stars qui les suivent un peu partout, et bah eux, ils n'ont plus de limites et qu'ils la suivent même dans la rue, qui savent où elle dort, qu'ils attendent devant les hôtels. Il y a un truc hyper creepy que moi je ne connaissais pas, et j'ai découvert un peu cet univers à l'avant-première week-end, et honnêtement, ça me fait pas plaisir. Honnêtement, carrément, moi je me suis dit, peut-être que j'en ai trop fait en demandant ma photo. Vous voyez, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Donc voilà, il y a tout ce truc avec Wicked là dans la promo qui est un peu compliqué. Et les autres acteurs, à part Ariana et Cynthia Erivo, bah dans la promo, on les voit beaucoup moins. Par exemple, Ethan Salter a le droit de se rendre aux avant-premières si le reste du cast n'est pas présent. Et il aurait même demandé à une avant-première de ramener sa femme et ses enfants. Donc il y a énormément de personnes qui disent que entre lui et Ariana, c'est peut-être fini, mais qu'on n'en parle pas avant la fin de la promo du film pour vraiment continuer les conversations dessus. Il y aurait des rumeurs comme quoi Ariana Grande daterait Aaron Taylor Johnson, et donc beaucoup de gens se disent que tout ça est fait un peu exprès pour mettre de la lumière sur le film. On a eu plein de mèmes de Cynthia Erivo du coup qui ont découlé, même d'une façon large, plein de mèmes. Cynthia Erivo est devenue un mème, littéralement. Ça aussi, il faudra en parler parce que je trouve que c'est un peu limite. Je trouve parfois c'est même un peu de l'acharnement de vouloir à tout prix rendre chaque occasion mème, enfin chaque émotion mème, enfin bref. Toutes les vidéos du coup qui ressortent, les gens qui font des compilations sur tous les moments où ils ont pleuré ensemble, qui pleurent, qui se regardent, qui se tiennent la main, où Cynthia remet le collier d'Ariana, où elle la touche,
où Ariana fait des têtes bizarres devant Cynthia en mode qu'est-ce qu'elle fait. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que Cynthia en fait trop avec elle, qu'elle croit que c'est son enfant, des choses comme ça. Moi je pense que c'est un peu too much, honnêtement. Je pense qu'on s'arrête sur trop de détails. Je pense qu'elles ont vécu quelque chose de fort et elles sont liées. Et des fois, quand t'es pas en sécurité, quand il y a tellement d'expositions, tu te mets à faire des trucs un peu incompréhensibles. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, des choses qui se sont passées pendant le tournage ou pendant la promo, des choses intimes qu'on ne sait pas vraiment. Mais c'est marrant de voir que tout est hyper extrapolé sur les réseaux sociaux et ça fait aussi partie de toute la promotion du film et c'est ce qui marche en fait. Nombre de fois où vous mettez en avant les petits moments bizarres, que vous commentez le physique d'Ariana Grande, le nombre de fois où vous faites les trends, où vous refaites même les mèmes de Cynthia. Tout ça, à la fin de la journée, ce que vous en retenez, c'est qu'un film Wicked va sortir. Et c'est là où la communication d'un film marque des points. Tout ça, ça reste une stratégie de communication, une stratégie marketing qui marche extrêmement bien. Et si au final Ariana Grande et Cynthia Erivo n'étaient pas si mal, et si toutes les questions orientées durant les interviews étaient faites exprès pour un peu jouer le jeu, parce qu'à la fin ce qu'on remarque c'est les entrées au cinéma, c'est ce qui marche. Je dis pas que c'est de la comédie, loin de là, je pense qu'il y a vraiment une part de légitimité et une part de vérité là-dedans, mais je pense que vous vous faites avoir à votre propre jeu, en critiquant vraiment tout l'aspect et la promo du film, vous vendez le film à tout le monde. Le film il s'inscrit dans une autre dimension, c'est pas qu'un film qui appartient au peuple, à la population. C'est vraiment un film qui veut s'inscrire parmi les plus grands films de tous les temps. Et qu'on le veuille ou non, l'argent est mis. Et ça fait bien longtemps que les gens ne se sont pas réunis pour vraiment aimer une saga, une licence, quelque chose qui les met vraiment dans un univers parallèle, qui les permette de se transformer en utilisant des cosplays, l'âge d'or des grosses licences comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Tout ça, c'était il y a bien longtemps et les gens sont hyper nostalgiques de ça. Surtout que ça fait rêver petit et grand. Et quoi de mieux pour faire des sous quand tu fais un film familial. C'est aussi des chansons iconiques, Define, Gravity, Popular, For Good. D'ailleurs, on repense à cette interprétation qui est sortie il y a pas très longtemps de Wicked for Good, qui est incroyable et qui fait aussi la popularité du show. Et que ce soit dans les années 30, 60, 80 ou encore aujourd'hui, on veut tous rêver. Wicked, c'est un peu tout ça et pour moi, ça ne finira jamais. Wicked for Good, pour moi, aura énormément de nominations aux Oscars, aura un succès mondial, ça c'est sûr. Et les critiques finiront toujours par admettre que ça reste une œuvre vraiment massive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'as déjà vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à compléter aussi ce que je dis. Et n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos pop culture et cinéma.